Dans cette capsule de cours, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un dosage par titrage, mais au préalable, on va se souvenir de ce que c'est qu'un mélange stéchiométrique. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les conditions stéchiométriques? Eh bien, lorsqu'on a réalisé un système chimique à l'état initial qui contient des réactifs, par exemple A et B, et ce système chimique va subir une transformation. Selon l'équation bilan, ici par exemple, eh bien, A plus 2B donne C. À l'issue de la transformation, on va obtenir des produits. Le système chimique à l'état final va contenir des produits, mais d'une façon générale, associés à ces produits, on va trouver aussi des réactifs en excès. Les conditions stéchiométriques, c'est justement lorsqu'on n'aura pas de réactifs en excès. Alors si je mets beaucoup de réactif A par rapport au réactif B, il va me rester du réactif A. A sera le réactif en excès. Inversement, si je mets beaucoup de réactif B par rapport au réactif A, je vais obtenir B en excès. Les conditions stéchiométriques vont être obtenues lorsque les proportions de A et de B ne vont conduire que au produit. Et on n'aura plus de réactifs. Les deux réactifs seront entièrement consommés. Donc voilà, c'est ce qui se passe ici. On a mis du réactif B, on a mis du réactif A, on a trouvé les bonnes proportions, on n'a obtenu que du C. On est dans les conditions stéchiométriques. A et B ont été totalement consommés par la transformation. Il n'y a plus de réactifs en excès, il n'y a plus de réactifs limitants. Ces proportions idéales qui nous permettent d'avoir le mélange stéchiométrique sont définies par des coefficients de l'équation bilan. En fait, ici, il faut 2 fois plus de A que de B que de A. Ce 2 fois plus de B, on le retrouve ici dans l'équation bilan sous forme du coefficient 2. Qu'est-ce que ça donne du point de vue d'un tableau d'avancement? Ce tableau d'avancement reprend l'équation de la transformation avec les coefficients, ici le 2 qu'on va retrouver dans le tableau, la quantité initiale de A qu'on a introduite, la quantité initiale de B, et puis ici on décroît de X, ici on augmente de X, vous remarquerez qu'on ne s'est pas intéressé au produit, on s'intéresse ici qu'au réactif. Et à la fin, X vaut X max. Bon, qu'est-ce qui va se passer si on est dans les conditions stéchiométriques? Les deux réactifs vont être épuisés, c'est-à-dire que la quantité finale de A et la quantité finale de B vont être égales à 0. Ce qui conduit à deux équations. NIA moins Xmax est égal à 0, NIB moins 2Xmax est égal à 0. Chacune de ces équations nous permet de trouver une valeur de Xmax. Xmax est égal à NIA, Xmax est égal à NIB sur 2. Dans le cas général, les deux valeurs de Xmax qu'on obtient sont différentes et la transformation s'arrête lorsqu'on a atteint la valeur de Xmax la plus petite. Ici, ces deux valeurs de Xmax sont identiques puisque simultanément, on va voir l'épuisement de A et on va voir l'épuisement de B. Autrement dit, le Xmax qui se trouve ici et le Xmax qui se trouve dans cette deuxième équation, c'est la même chose, ont la même valeur. Autrement dit, eh bien, la quantité initiale de A est égale à la quantité initiale de B sur 2. Et on retrouve la quantité initiale de B qui doit être apportée doit être égale au double de la quantité initiale de A, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Dans un cas plus général, lorsque l'équation est un peu plus compliquée, lorsqu'on a des coefficients petit a devant l'espèce chimique A et petit b devant l'espèce chimique B. Le tableau d'avancement va être légèrement modifié, on retrouve les coefficients. Si on est dans les conditions stéchiométriques, à la fin de la transformation, les quantités de matière de ces réactifs sont nulles, ce qui conduit à des valeurs de Xmax qui sont NIA sur A, NIB sur B. Comme Xmax a la même valeur dans ces deux équations, on peut en déduire que NIA sur A est égal à NIB sur B. La quantité de matière de l'espèce chimique A qu'on a apportée initialement sur son coefficient stéchiométrique est égale à la quantité de matière initiale de B sur son coefficient stéchiométrique. Pour résumer, les conditions stéchiométriques d'un mélange de deux réactifs, A et B, qui réagissent entre eux selon l'équation bilan petit a fois grand A plus petit b fois grand B égale des produits, sont obtenues lorsqu'on mélange une quantité initiale A, NIA, et une quantité initiale de B, NIB, telle que NIA sur son coefficient stéchiométrique
est égal à NIB sur son coefficient stéchiométrique. Voilà ce qui va nous permettre de réaliser un dosage par titrage. Alors, quel est le principe du dosage? Eh bien, imaginons qu'on ait une espèce chimique A, qui est une espèce chimique qui est soluble dans l'eau et qui soit justement en solution aqueuse. Cette espèce chimique A, on en a mis une certaine quantité dans un bécher et cette quantité est inconnue. Imaginons que cette espèce chimique A puisse réagir avec une autre espèce chimique B selon l'équation A fois grand A plus B fois grand B donne des produits. Cette réaction va servir à faire notre dosage. Elle s'appelle la réaction support de dosage. Elle doit avoir deux caractéristiques. Elle doit être instantanée et elle doit être totale. Si on amène une quantité de matière NIB, celle-là est connue, tel que le mélange soit dans les conditions stéchiométriques. Donc on s'arrange pour faire un mélange stéchiométrique. Eh bien on est alors dans les conditions stéchiométriques. Et dans les conditions stéchiométriques, on sait que la quantité initiale de A sur son coefficient est égale à la quantité initiale de B sur son coefficient. Et donc si on amène une quantité NIB connue, on arrive à déterminer la quantité NIA inconnue. Voilà le principe du dosage. Alors évidemment, dans le bécher, au lieu d'avoir une quantité de matière inconnue, on peut mettre une solution dont on ne connaît pas la concentration. On en met un volume connu, et cette fois-ci, c'est la concentration qui est inconnue. Donc de la même façon, on va pouvoir obtenir la valeur de la concentration CA, parce que la quantité initiale de A, c'est-à-dire CAVA sur son coefficient stéchiométrique, est égale à la quantité de B qu'on a amenée pour à obtenir le mélange stéchiométrique que divise son coefficient B. Et donc on peut déterminer soit une quantité de matière, soit une concentration. Alors comment déterminer ces quantités de matière? Eh bien, il faut repérer le moment où on a amené la quantité de matière de B juste pour avoir la stéchiométrie. Par exemple, ici, on veut doser une solution de A par une solution de B. La solution B a une concentration connue. L'équation bilan du support du dosage est de la forme A fois A plus B fois B donne C. Alors pour faire cette transformation, il nous faut du matériel. Le matériel qui est requis, c'est un bécher dans lequel on va mettre la solution A, celle qu'on ne connaît pas, et une burette graduée dans laquelle on va mettre la solution dont on connaît la concentration. Donc dans le bécher, eh bien on aura la solution A, donc on a une certaine quantité de matière qui correspond à un certain volume que multiplie, une certaine concentration que multiplie un volume connu. Et dans la burette graduée, on va la préparer, la remplir avec la solution B dont on connaît parfaitement la concentration CB. La solution qui se trouve dans le bécher dont on ne connaît pas la concentration ou la quantité de matière s'appelle la solution A titrée. La solution dont on connaît la concentration et qui se trouve dans la burette s'appelle la solution titrante. Alors voilà notre bécher avec la quantité initiale de A qu'on ne connaît pas et la burette avec la solution B. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait couler la burette et lorsqu'on fait couler la solution B dans le bécher? Eh bien on obtient un mélange de A et de B. Ce mélange de A et de B correspond à la quantité initiale de A qu'on avait dans le bécher et correspond à la quantité initiale de B qu'on a amenée, qu'on peut d'ailleurs déterminer assez facilement, parce que le volume, il se mesure assez facilement sur la burette, la concentration de B est connue, donc NIB est égal à CB fois VB. On a maintenant réalisé un système chimique dans son état initial. NIA, c'est la quantité qui était présente dans le bécher, NIB, c'est la quantité qu'on a amenée avec la burette. Or, voilà notre état initial, qui contient une certaine quantité de A, et ce qu'il se passe lorsqu'on vide la burette, c'est qu'on augmente la quantité de B. Donc pour chaque volume de burette ajouté, on a modifié l'état initial du système chimique.
Qu'est-ce que ça donne pour l'état final? Eh bien, à l'état final, lorsque j'ai rien vidé de ma burette, je retrouve la même quantité de matière de A que j'avais au départ. Maintenant, si je vide ma burette, évidemment, le réactif B qui va arriver dans l'état initial va réagir avec A pour former C. Et dans un premier temps, on voit que la quantité de B augmente dans l'état initial, la quantité de A diminue dans l'état final, et la quantité de C, le produit, augmente. Si je continue à verser la burette, je vois que j'amène toujours plus de B, et à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste le C qui a été produit, plus du B. Je remontre l'animation. Donc au début, on amène du B. B et A réagissent ensemble pour former C. Au bout d'un moment, j'ai complètement consommé A. Je continue d'amener B. B devient le réactif en excès. Alors on voit bien qu'il y a un changement de réactif limitant avant l'équivalence. Avant l'équivalence, eh bien, au début du vidage de la burette, c'est le réactif A qui est en excès. J'en ai plein, et va m'en rester à la fin de la transformation. Voilà, pour l'instant, A est le réactif en excès. Je continue à vider. Le réactif en excès devient B. Je relance l'animation, et on vérifiera eh bien, que il y a changement du réactif limitant. Pour l'instant, ce qu'il reste, ce qui est en excès, c'est A. Tout à l'heure, ce qui va rester, ce sera B. A est en excès. B est en excès. Donc il y a donc changement de réactif limitant au fur et à mesure que je vide ma burette. Eh bien l'équivalence, c'est justement ce changement de réactif limitant. On peut faire un petit tableau en précisant quels sont les réactifs limitants avant et après la transformation et quels sont les réactifs en excès avant et après la transformation. Avant l'équivalence, on est là. Le réactif limitant, c'est le réactif B que je vais amener avec ma burette. Pour l'instant, j'en ai pas amené. Le réactif en excès, c'est A. Je vide la burette. Hop, je suis à l'équivalence. Je dépasse l'équivalence. A est devenu le réactif limitant, B est devenu le réactif en excès. Qu'est-ce qui se passe pour le point particulier de l'équivalence? Pour l'instant, avant d'avoir commencé à vider la burette, le réactif A est en excès. Je vide. J'épuise le réactif A. Lorsque je suis à l'équivalence, je vois qu'il n'y a plus de réactif en excès, il n'y a plus de réactif limitant. Les deux réactifs sont entièrement consommés. Eh bien, on est donc dans les conditions stéchiométriques. Et si je dépasse, B devient le réactif en excès. À l'équivalence, on se trouve dans les conditions stéchiométriques. Qu'est-ce qu'on appelle le volume équivalent? Eh bien, le volume équivalent, c'est le volume de solution titrante qu'on a versé pour obtenir l'équivalence. Par exemple, le volume équivalent, ici, on va l'obtenir maintenant. Et si je continue, je dépasse ce volume équivalent. Alors, quand on sera justement au volume équivalent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans notre état initial, on aura amené une certaine quantité de B, qui est la concentration B que multiplie le volume équivalent, et on aura amené une certaine quantité initiale de A, qui est la concentration de A que multiplie le volume de A qu'on a amené. Oui, mais si on a justement versé ce volume équivalent, on se trouve donc à l'équivalence, et donc on se trouve dans les conditions stéchiométriques. Et puisqu'on se trouve dans les conditions stéchiométriques, on aura NIA sur A est égal à NIB sur B.
Autrement dit, VA fois CA sur A est égal à VE fois CB sur B, ce qui nous permettra de calculer soit une quantité de matière, soit une concentration. Dernière étape, comment repérer l'équivalence? Comment mesurer le volume équivalent? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, plusieurs titrages possibles. On peut faire un dosage colorimétrique, on peut faire un dosage avec indicateur coloré de pH, on peut faire un dosage pH métrique et on peut faire un dosage conductimétrique. Comment est-ce qu'on fait un dosage colorimétrique? Eh bien, il faut qu'une espèce chimique, au moins de la réaction, soit colorée. Par exemple, ici, eh bien, l'espèce chimique qui correspond au réactif B est mauve. Par exemple, eh bien, ce sont des ions permanganate, MnO4-. On a préparé la burette avec cette solution. Dans le bécher, on a mis l'espèce chimique A. Ici, les ions permanganate, c'est la solution titrante. L'espèce chimique A, c'est la solution atitrée. Au départ, quelle est l'allure de notre bécher? Au départ, le bécher est incolore. Pourquoi est incolore? Parce que le réactif limitant, c'est B. Autrement dit, eh bien, B va totalement réagir. Et si j'ai plus de B, j'ai pas de coloration mauve. Donc, je vide progressivement la burette. Voilà, j'arrive à l'équivalence. Je vais dépasser l'équivalence. Le réactif limitant va changer. Le réactif en excès va changer. Ce qui fait que B va devenir le réactif en excès. Et comme il est en excès, c'est qu'il en reste. Et s'il en reste, eh bien, la solution dans le bécher va passer au mauve. De la même façon, on va s'intéresser à un titrage avec un indicateur coloré. Admettons qu'on ait une réaction entre un acide et une base. D'une façon générale, l'acide et la base sont incolores. D'une façon générale aussi, il n'y a pas de coefficient lorsqu'on a un acide et une base. Donc ici, l'acide s'appelle A, la base s'appelle B, et ce qu'on a mis dans le bécher, c'est A, et ce qu'on a mis dans la burette, c'est B. Avant l'équivalence, c'est le réactif A qui est en excès, mais il est incolore. Donc dans le bécher, eh bien, la solution est incolore. Lorsque je vais vider B, et lorsque je vais dépasser l'équivalence, j'ai un changement de réactif limitant de réactif en excès. B devient réactif en excès, mais il est aussi incolore. Ce qui fait que globalement dans le bécher, on ne va rien voir. Il n'y a pas de changement de couleur. Alors comment faire? Eh bien, il existe des espèces chimiques qu'on appelle des indicateurs colorés. Un indicateur coloré, c'est une espèce chimique dont la couleur change selon la valeur de pH. Vous avez ici quelques indicateurs colorés qui sont représentés. Vous avez en bas une échelle de pH, et on voit que selon la valeur du pH, eh bien, un indicateur coloré prendra une teinte ou une autre. Par exemple, si je m'intéresse ici au rouge de méthyle, je vois que lorsque le pH est inférieur à 5, il est rouge, et lorsque le pH est supérieur à 6, il est jaune. Entre les deux, on a une zone relativement indistincte où la couleur change progressivement. On appelle ça la zone de virage du rouge de méthyle. Un des indicateurs les plus utilisés est le bleu de bromothymol. Ce bleu de bromothymol, il a une zone de virage ici qui correspond à un pH neutre de 7. Lorsqu'on est en solution acide, lorsque le pH est inférieur à 7, il a une couleur jaune. Lorsqu'on est dans une solution basique, le pH est supérieur à 7, il a une couleur bleue. Et lorsqu'on se trouve là sur la zone de virage, il a une couleur qui passe progressivement du jaune au bleu, il a une couleur plutôt verte. Alors reprenons la manipulation de tout à l'heure. On a ici une base B incolore, ici un acide A incolore, mais à la différence de tout à l'heure, on a rajouté quelques gouttes de bleu de bromothymol, du BBT, dans le bécher. Pour l'instant, ce qui prédomine dans le bécher, ce qui est en excès, c'est l'acide A. Et le bleu de bromothymol, dans ces conditions-là, est jaune. Donc pour l'instant, dans le bécher, c'est jaune.
On vide notre burette jusqu'à atteindre l'équivalence. On dépasse l'équivalence. L'espèce chimique qui devient en excès, c'est la base B. Et à ce moment-là, eh bien, le bleu de bromothymol prend une couleur bleue. À la goutte près, on observe donc un changement de couleur, ce qui nous permet de repérer l'équivalence. On peut aussi faire ce qu'on appelle un titrage pH métrique. On a toujours le même dispositif, une base B incolore, un acide A incolore, mais cette fois-ci on a rajouté un pH mètre. Au début, le réactif en excès c'est l'acide, donc le pH il est faible. Lorsqu'on va faire descendre la base dans la solution, et lorsqu'on va dépasser l'équivalence, l'espèce chimique qui va dominer maintenant c'est la base. Donc le pH devrait être élevé. Donc au cours de cette transformation, on va avoir une variation de pH, ici d'un pH bas qui va monter vers un pH plus élevé. Eh bien, pour repérer l'équivalence, on relève l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante qu'on a ajouté, et on trace la courbe pH en fonction du volume de B. Cette courbe, voilà l'allure qu'elle peut avoir. Donc au départ, on a un pH qui est faible, et puis soudainement, on a un pH qui est élevé. On a ce qu'on appelle un saut de pH qui est très net. Comment repérer l'équivalence? C'est très simple. On va venir prolonger ici ce saut de pH, et le volume équivalent, il est repéré sur la projection, sur l'axe des volumes. Alors c'est pas toujours aussi simple, parce que la courbe, elle peut être beaucoup moins lisible, beaucoup plus difficile à interpréter. Il existe une méthode qui permet de traiter ce genre de courbe pour trouver le volume équivalent. Cette méthode s'appelle la méthode des tangentes. Elle consiste à tracer une première tangente qui vient tangenter ici la courbe de pH avant son saut de pH. Et puis on va tracer une deuxième droite parallèle, un deuxième segment de droite parallèle au premier, qui va tangenter l'autre côté du saut de pH. Et puis enfin, on va tracer une troisième droite, un troisième segment de droite, qui va être médian. Ce troisième segment de droite, médian, coupe la courbe de pH. Eh bien, l'intersection entre ce troisième segment de droite et cette courbe de pH va nous donner le point équivalent. Et la projection de ce point équivalent sur l'axe des volumes nous donne le volume équivalent. Autre méthode, quelquefois on va nous proposer sur l'enregistrement la dérivée de l'évolution du pH par rapport au volume de base qu'on a introduit. Lorsqu'il n'y a pas de modification, la dérivée elle est nulle. C'est-à-dire qu'ici la dérivée devrait être nulle et ici la dérivée devrait être nulle. Lorsqu'on a quelque chose qui est une inflexion qui est croissante, la dérivée devrait être positive. Ici on a une inflexion qui est décroissante, la dérivée devrait être négative. Et donc on a une courbe qui présente un pic. Et bien lorsqu'on a cette courbe de dérivée du pH, on peut très facilement déterminer le volume équivalent, parce que le volume équivalent correspond à ce saut qu'on a ici, ce pic qu'on a ici sur la dérivée. Donc voilà une autre manière de déterminer le volume équivalent. Dernière méthode, le dosage par conductimétrie. Si au moins une des espèces chimiques de l'équation est un ion, alors on peut suivre l'évolution de ce qu'on appelle sa conductivité ionique. Ça se fait assez facilement avec un appareil qu'on appelle un conductimètre qui possède une sonde. Donc on immerge la sonde dans le bécher et on relève l'évolution de la conductivité ionique en fonction du volume de solution titrante rajoutée. Et pour repérer l'équivalence, on trace la courbe qui nous donne cette fois-ci la conductivité en fonction du volume de B. Voilà typiquement le genre de courbe qu'on obtient. C'est une courbe en forme de V
avec deux segments qui sont normalement très nets, très bien alignés. Comment est-ce qu'on repère l'équivalence? Eh bien c'est très simple, on va prendre la pointe du V et on projette ça sur l'axe des volumes. Le volume équivalent se trouve facilement. Alors quelquefois c'est un petit peu plus difficile à interpréter parce que la courbe n'a pas forcément une allure de V très très nette. Par exemple, regardons cette courbe qui est ici. Alors là il y a une petite inflexion, là il y a une petite inflexion, on ne sait pas trop comment faire. Alors la solution c'est de dire on neutralise, on ne fait pas attention à cette partie-là et à la partie qui se trouve au début, au début du versement du volume. Donc on ignore ce qui se passe tout au début et on ignore ce qui se passe ici. À partir de ce moment-là, on voit qu'on a des segments qui apparaissent qui sont un petit peu plus nets. On trace ces segments en superposant un segment de droite et ces deux segments eh bien, ont une intersection et c'est au niveau de cette intersection qu'on va pouvoir déterminer le volume équivalent. Dernier petit mot sur le choix de l'indicateur coloré. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité d'utiliser toutes sortes d'indicateurs colorés de pH. Alors qu'est-ce qui va favoriser le choix d'un indicateur par rapport à un autre? Eh bien, d'une façon générale, tout dosage pH métrique, qui conduit donc à cette courbe de pH en fonction du volume, peut être remplacé par un dosage colorimétrique, en utilisant un indicateur coloré. Mais l'indicateur coloré, il doit avoir une caractéristique. La caractéristique de cet indicateur coloré, c'est que cet indicateur doit comprendre le pH à l'équivalence. Ici, par exemple, sur cette courbe, le point équivalent se trouve là, le volume équivalent se trouve ici, le pH à l'équivalence se trouve ici. Il est à peu près à 9. Ça veut dire que l'indicateur coloré que je vais choisir pour remplacer ce dosage pH métrique doit contenir le pH 9. Alors voilà quelques indicateurs colorés. Quel est celui qui serait le plus adéquat pour faire notre dosage? Eh bien, on va repérer le pH 9 pour lequel on a l'équivalence. Le pH à l'équivalence, il se trouve ici. Eh bien, il faut que la zone de virage de l'indicateur coloré contienne ce pH 9. Eh bien, le seul indicateur coloré qui semble correspondre, c'est ici la phénylphtaléine. Donc, eh bien, l'indicateur coloré qu'on retiendrait serait la phénylphtaléine. Voilà, c'est terminé pour cette capsule de cours.